Mesdames et messieurs, bonsoir. Un jour nous sépare de la clôture de cette 20e édition du Salon du Livre et déjà le cœur se serre un peu plus. Non que la culture nous déserte, mais qu'il faille faire son bout de chemin pour la trouver. Et ce salon, comme tous les autres, a apporté son lot de diversité et richesse pour nous rappeler que si avec la France nous avons un lien privilégié, il n'en demeure pas moins que le Liban foisonne d'activités culturelles, en quelque sorte qu'il a son propre bouillon de culture que Bernard Pivot a pu palper sur le terrain à maintes reprises. Mais revenons à aujourd'hui et à notre cuisse. Elsa, bonsoir. Bonsoir, comment ça va? Un peu stressée, une émission écourtée. Il faut dire que pour un salon d'exception, c'en est un, puisque les 2 derniers jours sont aussi intenses que le début, avec l'arrivée aujourd'hui de tous les académiciens qu'on a tant attendus. Et pour parler du quiz, d'abord, ce n'est pas pour vous attrister, mais aujourd'hui, c'est la dernière question du quiz auquel vous avez été très nombreux à participer sur la page Facebook Salon du Livre francophone de Beyrouth. La réponse à la question d'hier est, donc la question était: comment appelle-t-on le costume des académiciens? Bien sûr, c'est l'habit vert. On a eu de très bonnes réponses. Les noms vont entrer dans le tirage au sort qui aura lieu demain. Donc, soyez au rendez-vous demain pour savoir qui de vous va remporter des lots de valeur. Quant à la dernière question, qui est celle d'aujourd'hui, quelle académicienne présente dans ce salon est-elle spécialiste de la Russie? Là aussi, la réponse est sur la page Facebook. Elsa, vu qu'il y a 36 femmes académiciennes. Bon. Donc, à présent, nous allons vous présenter mon petit reportage. Oui, justement. Alors, avant d'entrer justement dans le reportage, je voudrais vous signaler que la mission laïque française... nous allons maintenant passer d'abord une entrevue qu'on a faite à propos de la cuisine orientale avec Faro Mardembey. Faro Mardembey, bonsoir. Bonsoir. Pour emprunter au jargon culinaire, on vous retrouve à toutes les sauces. Vous êtes non seulement donc à la tête de la collection Sinbad chez Actes Sud, mais vous êtes également un spécialiste du Proche-Orient et aussi de la cuisine méditerranéenne. Pourquoi cette dernière spécialisation? À vrai dire, ce qui m'a poussé, bien entendu, c'est ma gourmandise d'abord, mais ensuite mon intérêt pour l'histoire de l'alimentation comme aspect fondamental de l'histoire économique et sociale des peuples arabes. Donc je me suis mis un peu à la recherche des manuscrits anciens qui ont été présentés par des érudits aussi bien arabes que européens. Et certains ont été publiés d'ailleurs, d'autres non. Et à partir de là, essayer de reconstituer un peu le voyage des ingrédients et des recettes dans le monde arabe depuis le Moyen-Âge jusqu'à nos jours. Et ce que j'ai trouvé, si vous voulez, c'est que toute notre cuisine actuelle est le résultat de 3 synthèses. La première s'est passée à Bagdad au 9e, 10e siècle, quand Bagdad était un peu la capitale du monde pratiquement. Une ville énorme avec près d'1 million d'habitants, peut-être la plus grande ville du monde. Puis une deuxième étape en Espagne musulmane, à Cordoue, 1 ou 2 siècles plus tard. Enfin, sans doute, durant l'époque ottomane, en raison du grand métissage culturel et du brassage des populations, puisque dans l'Empire se côtoyaient Turcs et Arabes et Persans et Arméniens et Kurdes et Albanais et Géorgiens et Cherkesses, etc. Donc de tout cela est né quelque chose qui est notre cuisine d'aujourd'hui, ce qu'on mange, si vous voulez, dans Bilad Sham, au Liban, en Syrie, en Palestine, etc. Une question, vous avez écrit plusieurs ouvrages concernant la cuisine, entre autres la cuisine de Ziryab. Ziryab est un personnage réel qui est d'origine persane, noir de peau, et il était considéré comme le plus grand musicien de son temps. Et il a été jalousé un peu à Bagdad où il vivait, ce qui fait qu'il a fui, il a été vers le plus loin en Occident, et il est arrivé en Andalousie en 822, je crois, si je ne me trompe pas. Et là, il a été accueilli par le calife omeyyade d'Espagne musulmane, et il est devenu un peu l'arbitre du goût dans ce pays. C'est le feu au fond du cœur, ça réchauffe. Et peu à peu, on n'a plus peur.
Alors maintenant, nous allons nous pencher sur un petit reportage que j'ai pu filmer vraiment à la sauvette avant de commencer cette émission avec le stand de la Mission laïque française qui d'ailleurs organise avec la Fondation Nadia Touaini un concours donc qui s'appelle Terre de Poésie. C'est un concours d'écriture de poèmes adressé aux élèves de tous les établissements de la Mission laïque française du CM1 à la terminale et ce sera demain, dimanche 10 novembre 2013 à 18h au stand même de la Mission laïque française. Tout de suite, oui, mais auparavant, je voudrais présenter également quelque chose qui a trait au lycée. Un artiste dans les murs, un ouvrage illustré par Jean-Marc Nahas, que vous connaissez tous et qui a fait du dessin live, une fresque énorme, comme celle de l'Alba qui a eu lieu sur ce salon du livre. On y va tout de suite. On vous présente le petit reportage qu'on a filmé juste avant cette émission. Je me trouve sur le stand de la Mission laïque française et avec le proviseur du Grand Lycée français, Mme de Castecker. Enchantée. Bonjour. Alors, je voudrais vous demander un tout petit peu, qu'est-ce qui s'est passé sur ce stand depuis le début du salon? Alors sur ce stand, nous avons reçu de nombreux écrivains qui sont venus soit faire des lectures, soit rencontrer des élèves qui avaient déjà lu leurs livres. Et également, nous avons des conférences. Nous attendons maintenant Mohamed Kassimi qui va effectivement faire une conférence pour nos élèves, mais aussi pour tout le public du Salon du Livre. Quand vous dites vos élèves, ça a été de quel âge, à partir de quel âge et jusqu'à quel âge? Tous les élèves de la maternelle à la terminale, tous les élèves donc, du réseau de la Mission laïque française et également du réseau de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger. Donc ils sont tous venus et vous n'avez pas fait de sélection d'élèves? Aucune sélection d'élèves et aussi nous avons accueilli dans nos établissements des écrivains qui ont donc travaillé avec nos élèves et dont vous voyez sur le stand les productions d'écrits de nos élèves pendant toute l'année. Est-ce qu'il y a eu le prix des lycéens cette année? D'habitude, on demandait aux lycéens de choisir un livre. Alors effectivement, nous avons lancé le prix des lycéens du Liban au niveau du Salon du Livre et effectivement, ce prix commence toujours au niveau du salon, mais nous ne l'avons pas remis, c'est beaucoup plus tard dans l'année. Merci madame. Merci à vous. On se connaît depuis la rue des écoles, on a grandi. À présent, j'ai le grand plaisir d'interviewer Monsieur Dominique Fernandez. Bonsoir. Bonsoir. Et Monsieur Ferrante Ferretti, bonsoir. Bonsoir. D'abord, c'est un grand plaisir que de vous avoir à Beyrouth. Vous êtes le premier académicien que l'on interviewe dans cette émission cette année. Et donc, c'est pas votre première visite au Liban ou... Non. Je suis venu 6-7 fois au moins. Justement. Et au salon, plusieurs fois au salon, il y a 20 ans déjà. Mais cette année, comme l'Académie est à l'honneur, donc c'est vraiment quelque chose d'important pour nous. En tout cas, vous êtes non seulement romancier, vous êtes aussi un grand voyageur. Oui. Et j'ai beaucoup aimé votre ouvrage Transsibérien, cet ouvrage-là, qui parle un peu de ce périple que l'on fait d'un bout de la Russie à l'autre, ce train mythique qui relie Moscou à Vladivostok. Pourquoi la Russie? J'adore ce pays, j'y vais tous les ans depuis 20 ans. Et c'est un pays d'une richesse à la fois culturelle extraordinaire. C'est un pays encore, on lit beaucoup, on va au concert, au théâtre, et puis c'est un pays d'une histoire extraordinaire, d'une richesse. Enfin, c'est un pays tragique. Quand on arrive en Russie, on ne peut pas ne pas s'empêcher d'évoquer tout ce qu'on sait depuis le Moyen-Âge. C'est un pays, vous savez, qui a été l'objet de convulsions historiques jusqu'au communisme, évidemment. Et c'est très fort, c'est un pays qui procure des très fortes émotions. Ce qu'on aime beaucoup dans cet ouvrage, c'est le style fluide, c'est très agréable à lire. Le Transsibérien est avant tout un périple qui donne envie de le faire. Oui, mais vous, en tant que voyageur, quelle est l'image qui vous a le plus marqué dans tout ce périple? Je crois que c'est la taïga, c'est ce qu'on appelle la forêt. Vous savez, c'est 10 000 km, hein, c'est un quart du globe. On met 3 semaines. Et la taïga, c'est une forêt de conifères, de mélèzes, de pins, de sapins. C'est toujours pareil et c'est jamais pareil en même temps. À quel point, Monsieur Fernandez, le voyage donne-t-il envie d'écrire? Moi qui adore voyager, je me pose toujours cette question. C'est les Russes qui nous ont invités. J'avais aucune envie, aucune idée de faire un livre. J'ai pris des notes et c'est tellement riche comme voyage parce qu'il y a le paysage, il y a les villes. Vous savez, des villes de 2-3 millions d'habitants qu'on connaît même, dont je ne sais même pas le nom avant d'y aller. Et donc, il y avait un tel matériel d'émotions, de souvenirs que j'ai décidé, avec Ferrante, lui qui a fait des photos, qui a fait aussi des milliers de photos. Justement, il y a des photos qui sont là, des photos à l'intérieur de l'ouvrage. Voilà. Monsieur Ferrante, vous êtes donc
Oui, donc vous accompagnez souvent Monsieur Fernandez dans ses ouvrages pour la photo. Comment ça se fait comme ça, le travail à deux C'est pour un passionnant. En ouvrage? fait, on a créé un duo assez étonnant. C'est né autour du baroque, notre passion révélée l'un et l'autre pour un art méconnu il y a maintenant 30 ans. Et donc nous avons d'abord fait des livres sur des villes mythiques ou des pays mythiques. Et le transsibérien, ce qui m'a beaucoup touché, c'est que Dominique avait l'âme d'un enfant parce qu'il a toujours rêvé du transsibérien avec cette passion pour la Russie. Et donc d'accompagner Dominique dans son rêve, c'était très émouvant. La seule différence, il y a quelque chose de très difficile dans le voyage, c'est qu'un écrivain peut sans cesse réécrire son texte. Il peut recevoir les énergies, les impressions. Elle travaille en lui. Et l'écriture n'a plus besoin d'instantané. Il a besoin au contraire d'un travail de maturation. Alors que la photographie saisit l'instant. Et quand en plus vous êtes sur 9000 km où tout arrive à tout instant et des images vous échappent, d'autres au contraire surgissent au moment où vous y attendez le moins, après il faut recréer le rythme, mais avec des images réelles et non plus subjectives. En tout cas, vous virtuelles. faites un très bon travail à deux parce que là aussi vous avez un autre ouvrage qui m'a beaucoup intéressé, l'Académie française, puisque les académiciens cette année sont à l'honneur. Oui. J'ai aussi noté que vous avez pris les photos de cet ouvrage. C'est un très bel ouvrage avec plein de belles photos. Ça vous a été difficile d'écrire un ouvrage pareil sur une institution aussi illustre? Il fallait trouver le ton pour ne pas... Je ne voulais pas faire un livre hagiographique, c'est-à-dire j'indique les défauts, à mon avis, de cette institution, les qualités et les défauts, parce que la plupart des livres, c'est toujours uniquement des éloges. Oui. Voilà. Et puis, mais les photos, vous savez que c'est la première fois qu'on photographie ce magnifique monument. Ce monument, justement. Il y a des livres, il y a beaucoup d'histoires de l'Académie, mais il n'y avait pas de livre sur l'architecture. C'est un et très beau livre. Il est monté sur les toits, il a rampé sur les corniches. J'ai essayé de le saisir à toutes les saisons. Oui. Et c'est un livre qui s'inscrit dans une collection de lieux secrets. Et il faut quand même que nous précisions qu'un des lieux secrets qui était à l'origine de cette collection était le palais de Lady Cochrane, Yvonne Sursock. Et donc dans la même collection, nous avons un livre sur le palais Sursock. C'est excellent, le palais Sursock, dont on est tellement fiers à Beyrouth. Une dernière question, Monsieur Fernandez, votre ouvrage, le dictionnaire amoureux de Stendhal. Juste un petit mot sur ça avant de clôturer. C'est une collection dont j'ai trouvé le concept, dictionnaire amoureux. Oui, après la Russie et l'Italie, on est arrivé à Stendhal. Amoureux, c'est un dictionnaire, mais amoureux. C'est pas un dictionnaire ennuyeux et rébarbatif. Je ne parle que de ce que j'aime, et comme j'adore Stendhal, je parle... Moi, j'ai fait une entrée épinard, parce que Stendhal dit quelque part, j'ai eu deux goûts constants dans ma vie, Saint-Simon et les épinards. Oui, c'est tout Stendhal est là, une espèce de malice, vous voyez, de se ficher un peu des gens. Et donc c'est pas alphabétique, tout ce qui me plaît dans Stendhal, c'est-à-dire... Mais c'est ça, c'est un très bel ouvrage que je conseille à tous les amoureux de Stendhal. Merci beaucoup, on va vous accompagner à la signature là, dans quelques instants de votre ouvrage. Oui, enfin, il y a un débat encore, sur le dictionnaire d'Académie, justement. Justement, merci beaucoup de votre présence sur notre plateau. Merci à vous. On va rester juste un instant. Oui. Merci, c'est juste là. On se dit, quelquefois, c'est plus la peine, le réconfort. C'est le feu au fond du cœur, ça réchauffe. Et peu à peu, on n'a plus peur. Monsieur Metin Arditi, bonsoir. Bonsoir. On en voit de toutes les nationalités à ce salon de Beyrouth. Vous êtes né en Turquie, vous avez vécu en Suisse. On est très content de vous avoir à Beyrouth. Notamment, vous signez à 20h ce soir la confrérie des moines volants. Un super beau titre. De quoi s'agit-il au juste ? Il s'agit d'une histoire qui se passe principalement dans la Russie soviétique en 1937, au moment des grandes purges staliniennes, où un groupe de moines vagabonds, chassés de leur monastère, se révoltent et décident, surtout dans un acte d'espoir, de sauver tout ce qu'ils peuvent sauver comme objet sacré de l'Église russe. L'Église russe était massacrée par les bolcheviks. D'accord. D'abord les églises elles-mêmes, les monastères, mais aussi les gens. Il y a 200 000 hommes et femmes d'église qui ont été tués par les bolcheviks. Justement. Et cette confrérie... des moines volants, on dirait des ovnis. Parce que
pour aller chercher et sauver ce qui a échappé aux bolcheviks, il faut soit grimper dans les églises, soit escalader des murs de monastères qui ont été fermés mais qui contiennent encore des objets sacrés. Et vous avez fait ça? Vous avez fait toute cette recherche autour de ces personnages-là? Alors bien entendu, je l'ai faite et j'ai également travaillé avec une ancienne trapéziste parce que l'un des moines était trapéziste. Ah, c'est sympa. Et c'est lui qui entraîne, disons, les plus vaillants des autres à escalader, et puis ceux qui ne sont pas capables d'escalader, ils font le guet ou ils partent en repérage. Monsieur Arditi, vous êtes très versé dans le domaine culturel. Vous avez fondé puis co-présidé la fondation Les Instruments de la Paix Genève. Oui. Et là, avec cet ouvrage-là, c'est vraiment un mélange de cultures qu'on a, vu votre différentes nationalités. Ça nous a vraiment donné envie de lire, de suivre. On va vous suivre à la signature là dans quelques instants. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. Merci de l'invitation, j'étais ravi. Merci à vous. Mon ami me sautera au cou. C'est la vie qui nous fait un peu de peine. On se dit quelquefois c'est plus la peine. Le réconfort, c'est le feu au fond du cœur. Dany Laferrière, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes originaire de Port-au-Prince. Après une carrière de journaliste, vous quittez votre pays natal pour le Canada. Votre carrière d'écrivain débute avec Comment faire l'amour avec un nègre sans se fatiguer, paru en 85 et qui rencontre un franc succès. En 25 ans, les romans et les prix se succèdent, dont le prix Médicis pour l'Énigme du retour en 2009. Connu pour votre écriture qui privilégie le style autobiographique, votre dernier roman est Journal d'un écrivain en pyjama. Alors, Dany Laferrière, va-t-on parler chat ce soir pour débuter cette émission sur une note d'humour? C'est un langage que vous citez dans le livre. Oui, absolument. Je pense que tout écrivain devrait se trouver un autre langage. Que l'écriture? Oui, absolument. Bon. Alors, Dany Laferrière, 30 ans plus tard, vous vous adressez à vos lecteurs en pyjama, on va dire. Est-ce que vous écrivez effectivement en pyjama? C'est dû à vos insomnies, bien entendu. Oui, c'est ça. J'étais parti au Japon, je ne sais pas, j'ai eu un énorme décalage horaire, suivi d'une insomnie chronique. Et bon, je me suis réveillé chaque matin à 3 h du matin, me demandant ce que je vais faire. Et là, brusquement, je me suis dit, je vais noter mes réflexions, mes idées sur les deux choses que j'adore, c'est-à-dire lire, écrire. Alors, Journal d'un écrivain en pyjama, c'est plus de 200 chroniques, des invitations à la lecture, une façon d'initier également les auteurs en herbe à l'art du temps et du recul pour arriver à tout ça avec beaucoup d'humour. Tout d'abord, est-ce que vous écrivez toujours en pyjama à l'heure qu'il est et est-ce que vos insomnies sont complètement passées? Oui, je suis moins insomniaque. Vous êtes moins insomniaque. Parce qu'un insomniaque, c'est quelqu'un qui ne lit pas. Si vous lisez, vous devenez un lecteur tout simplement. Au lieu de me retourner dans mon lit, je préfère lire et je lis surtout de la poésie. Et ce que j'aime par exemple quand je lis dans ce moment-là, entre 3 h et 7 h du matin, c'est qu'on peut lire, se rendormir, se réveiller et lire. Et à un moment donné, les images du livre, disons, s'entremêlent avec ceux de vos rêves. Bon, Dany Laferrière, Journal d'un écrivain en pyjama, c'est le manuel d'écriture par excellence, ou pour vous une manière de démocratiser l'écriture? Oui. Je m'adresse dans ce livre surtout aux gens qui aiment bien écrire, mais sans vouloir publier un livre. Parce que je crois que écrire, ce n'est pas seulement une idée de vouloir devenir écrivain, ça nous permet de mieux lire. Parce que par ailleurs, vous découragez du métier d'écrivain à un moment donné dans le livre. Mais je crois qu'on a plus besoin de lecteurs que d'écrivains. Et vous dites que pour écrire, il faut forcément passer par la lecture avant. Il faut lire deux choses. Deux choses pour écrire, c'est vraiment lire et aussi écrire. Mais écrire à un moment donné, disons sans but, et jusqu'à atteindre ce point qui est exceptionnel, celui de n'avoir plus peur d'écrire. Les jeunes écrivains, c'est ça, ils ont peur à un moment donné et d'écrire. Ils pensent que le fait d'avoir, disons, d'avancer dans leur imaginaire, ils ont l'impression qu'un gouffre sous eux va s'ouvrir. Mais non, il faut continuer, il faut descendre dans le puits. L'écriture exutoire, l'écriture vocation ou les deux? Non, une fête d'abord.
Une fête d'abord. D'abord. C'est une fête intime aussi, c'est-à-dire il faut être avec soi-même et dans cette... C'est une harmonie aussi, parce que notre vie est un chaos. Généralement, on est en mille éclats. Et avec l'écriture, on peut rassembler les morceaux. Et je crois que c'est important de les rassembler avant de les éparpiller ensuite. Un dernier mot, vous dites l'envie d'écrire ou de faire l'amour ne peut se manifester n'importe où et n'importe quand sans créer de remous. Ah oui, absolument. C'est vrai que quand quelqu'un écrit, on a l'impression qu'il a une vie qui est en dehors de la nôtre. Mais c'est aussi pour l'offrir aux autres. C'est vrai que j'ai connu l'orgasme par la lecture. Et depuis, c'est devenu, disons, la seule chose, comme un révélateur. Quand un livre me plaît beaucoup, j'ai l'impression d'être à la pointe et d'avoir, disons, une sorte de quelque chose d'agréable. Daniel Laferrière, merci beaucoup. À vous, amis téléspectateurs, merci de nous avoir suivis et à demain. Au revoir.